Alors, il me fait plaisir de vous inviter à ce troisième webinaire du mois de juin 2020. La pandémie touche à sa fin, mais l'année scolaire aussi. On vient d'avoir une annonce de notre ministre de l'Éducation qui nous a fait part d'un plan détaillé pour la reprise scolaire de la maternelle à l'université. Alors, je vous invite peut-être à aller voir ça en ligne. On y parle beaucoup de distanciation, de distance physique, et on a quelqu'un aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire c'est un spécialiste de la distance physique, mais c'est plutôt un spécialiste de l'éthique en éducation. Alors, professeur, collègue et ami Denis Geffrey de l'Université Laval. Denis qui joue un grand rôle dans notre centre, je tenais à le souligner quand même parce que il s'occupe aussi bénévolement de notre revue Formation et Profession depuis bon nombre d'années. Il s'occupe aussi de plusieurs autres dossiers pour notre centre. Il est membre de notre bureau de direction. Alors, Denis va nous parler de distanciation, de contact entre les enseignants et les élèves dans un contexte ou non de pandémie. Alors, Denis, merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. La parole est à toi, donc c'est environ 30-35 minutes. Et ensuite de ça, j'irai récupérer quelques questions clés et que je te poserai à nouveau. Alors, la parole est à toi. Merci, Denis, et bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup Thierry. Donc, bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour vous parler justement de distanciation physique, mais plus précisément de toucher physique, de contact physique entre enseignants et élèves. Le titre est bien sûr, je vais mettre mon PowerPoint dans une petite seconde. Voilà. Désolé, je le remets au début. Je ne sais pas pourquoi mon PowerPoint s'est mis à la fin. Bon, c'est pas plus grave. Voilà. Donc, les contacts physiques en temps de pandémie. Mais je dois vous dire que les contacts physiques en temps de pandémie ou en temps ordinaire doivent être balisés, normés par des règles qui sont absolument les mêmes. Vous verrez à travers cette présentation qu'il n'y a pas tant de différence que ce soit en temps de pandémie ou en temps ordinaire. Donc, ma présentation est basée sur les résultats de recherche que je mène depuis plusieurs années. Thierry se demandait si j'étais un spécialiste de la distanciation. Peut-être un petit peu, mais je suis surtout un spécialiste, je dirais, des contacts physiques entre enseignants et élèves parce que je cherche depuis de nombreuses années les meilleures pratiques professionnelles pour les contacts physiques entre enseignants et élèves. C'est parce que je me suis rendu compte, en menant des recherches sur la violence faite aux enseignants, que plusieurs situations de toucher physique entre enseignants et élèves ont conduit à des accusations criminelles. Des accusations criminelles qui peuvent être des voies de fait ou des attouchements sexuels. Puis souvent, même si les touchés physiques semblaient inoffensifs, ils poursuivaient des visées éducatives. Donc, je me suis dit, mais pourquoi y a-t-il eu dans telle ou telle situation des accusations alors que le toucher me semblait convenable? Donc, évidemment, j'ai colligé et analysé des centaines d'accusations criminelles pour des attouchements sexuels et des voies de fait, des accusations qui sont assez récentes, je dirais, qui datent à peu près des 20 dernières années. Puis, je souligne d'emblée, pour ne pas faire peur à personne, que dans 80% des accusations, les enseignants et les enseignantes ont été acquittés ou ont reçu une absolution. S'ils n'ont pas été acquittés, on a dit non, on vous blâme, vous n'auriez pas dû toucher à l'élève de cette manière, mais par contre, on vous absout. Donc, vous n'aurez pas de dossier criminel. Denis, juste pour te dire, on ne voit pas ta présentation. Je ne sais pas si... On ne voit pas ma présentation? Non, elle n'est pas partagée. Je recommence. Désolé pour cela. OK, donc je mets la présentation. Est-ce qu'on voit la présentation? Non, il faut que tu cliques vraiment sur partager l'écran en vert. Okay, c'est un petit bouton vert, Denis. Ouais. Au centre avec une flèche vers le haut. Oui. Donc, partager l'écran, OK. Je recommence. Ici.
Stop, partager l'écran. Donc, je suis désolé pour ceux qui viennent de se On joindre voit à tout nous. ton écran au complet, Denis, c'est bien. Bon. Tu peux te mettre en mode plein écran sur Moi, je me PowerPoint et mets tout le en monde peut mode voir. plein écran comme ça. Voilà. Exactement. Bravo, Denis, merci. OK, ça marche. Donc, voilà. Je suis vraiment désolé. Là où j'étais rendu à vous dire que, ben, enfin, c'était inscrit dans cette première diapo, mais bon, pour ceux qui me suivent, vous avez bien compris que je mène des recherches sur les accusations pour voies de fait et attouchement sexuel qui sont portés contre des enseignants. Et donc, j'ai lu des centaines de ces accusations. 80% des cas, les enseignants ont été acquittés, OK? Ou ils ont eu une absolution. Mais quand même, on peut se poser la question, pourquoi tant d'accusations pour des voies de fait et des attouchements sexuels? Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal lorsqu'on touche un enseignant, lorsqu'on touche un élève. Donc, c'est pourquoi j'ai investigué cette question. D'ailleurs, je l'investigue, je mène ces recherches depuis à peu près une dizaine d'années dans un livre que je viens tout juste de faire paraître. D'ailleurs, je présente 24 causes exemplaires en ce qu'elles nous permettent justement de comprendre quelles sont les meilleures pratiques professionnelles pour les touchés physiques. Voilà ce dernier livre qui vient tout juste de paraître au printemps. Je l'ai intitulé, écoutez, c'est un titre qui fait peur, et tous les enseignants et les enseignantes sont à risque d'une poursuite criminelle pour voie de fait ou attouchement sexuel. Mais à lire ces multiples accusations, je peux vous dire que oui, tous les enseignants sont à risque de telles accusations. Quelques constats de base sur les contacts physiques entre enseignants et élèves. D'abord, les élèves ont besoin de contacts physiques, d'affection, de marques de reconnaissance et de gestes de motivation de la part de leurs enseignants et enseignantes. Et les enseignants, à leur tour, savent être généreux en contact physique et en expression d'affection et de bienveillance. D'ailleurs, à cet égard, j'ai essayé de trouver des témoignages sur les sites où les enseignants du Québec parlent entre eux des cours à distance qu'ils donnaient dernièrement. J'ai trouvé 3 témoignages qui sont vraiment très, très touchants. Donc, je vous les cite en partant. La première, enseignante dit « Moi, je ne me rendais pas compte à quel point la présence de l'élève était importante pour la lecture, la compréhension d'un texte et l'écriture. » La seconde dit « La présence corporelle, les expressions du visage, les mouvements que fait l'élève avec sa tête, avec ses épaules, ça m'informe s'il travaille, s'il a compris, s'il a des questions. » Vous voyez comment c'est corporel, hein, le travail des enseignants. Troisième témoignage, elle dit « Le face-à-face est d'une telle richesse en communication. C'est comme s'il y avait un contact corporel. Hein, on est en face-à-face, on ne se touche pas, mais c'est comme s'il y avait un contact corporel. C'est comme si l'élève me touchait et que moi, je le touchais, même si physiquement, on ne se touche pas. » Il faut dire que le mot « toucher » a vraiment 2 sens. Hein, être touché au point de vue d'être ému et puis être touché physiquement. Donc, elle finit en disant cette belle phrase « Le face-à-face, c'est un peu comme un corps à corps. » Vous le savez, les écoles du Québec ont été ouvertes en pleine pandémie. Cette décision a été prise d'ouvrir d'abord les écoles primaires. Les écoles secondaires seront ouvertes juste en septembre. Les écoles primaires ont été ouvertes, évidemment, d'une manière non obligatoire pour tous les élèves, à l'exception de ceux de la grande région de Montréal. Ce matin, j'ai commencé à écouter tout à l'heure le discours du ministre, mais je préparais ma présentation, donc je suis désolé, je n'ai pas pu entendre tout ce qu'il avait à nous dire, mais je pense qu'une partie de l'enseignement va reprendre d'une façon en présence à partir de septembre prochain. Et puis, il faut le souligner, et c'est important, nous sommes la seule ou l'une des seules places en Amérique du Nord à rouvrir les écoles publiques. Donc, ça veut dire que ce qu'on fait actuellement dans les écoles va peut-être servir de modèle pour plusieurs pays, pour plusieurs systèmes d'éducation. Mais cela a engendré évidemment des défis qui sont immenses en termes de santé, de logistique pour les enseignants et les directions scolaires. Puis aussi, on s'est aperçu que les élèves les plus vulnérables ne viennent pas à l'école. Donc, il y aura vraiment un grand travail à faire auprès de ces élèves. Puis c'est drôle parce que c'est auprès de ces élèves les plus vulnérables, OK, qu'on voit que dans la littérature qu'il y a le plus de toucher physique, pour toutes sortes de raisons. Ces élèves demandent aux enseignants de les toucher davantage que les autres élèves.
les mesures sanitaires et les mesures pour la distanciation. Mon propos ne porte pas là-dessus, mais pour ceux qui n'ont pas lu ces mesures, c'est très important de les lire si on travaille en enseignement présentement. Les consignes sanitaires, en contexte de pandémie, évidemment, sont les mêmes pour tous. Celles de distanciation, celles du lavage de mains, celles du Purel, etc., etc. Mais à cela, au ministère de l'Éducation, on a ajouté quelques consignes supplémentaires. Entre autres, on conseille. Ce sont souvent des conseils, on ne veut pas en faire des obligations, des contraintes, mais on conseille, par exemple, d'éviter de saluer les élèves à l'entrée de la classe en les touchant. OK? Il faut éviter ça. On conseille aussi de ne pas partager des objets entre élèves, puis entre enseignants et élèves, qui peuvent être des crayons, les jouets ou les cahiers, etc., etc. On conseille aussi de limiter les transports d'objets entre l'école et la maison. Puis, par contre, les installations des bibliothèques et des laboratoires d'ordinateurs sont fermées. Mais là-dessus, je sais que des écoles ont conservé quand même ouvertes leurs bibliothèques et leurs laboratoires. L'hygiène des mains est obligatoire à l'entrée de l'école avant, après chaque récréation, puis aussi à chaque fois qu'on consomme de la nourriture, à chaque fois qu'on se mouche ou à chaque fois qu'il y a un mouvement sorti de la classe ou sorti de l'école. Puis les fameux objets là, qui sont partagés par plusieurs élèves, parce que dans une classe, c'est vrai qu'il y a plein d'objets qui sont partagés par plusieurs élèves, devraient être nettoyés. Évidemment, quand cela est possible, pour le monde scolaire, le couvre-visage n'est pas obligé. Il n'est pas obligatoire. Le mot distanciation physique est celui qu'on doit utiliser. Souvent, on va entendre, et plusieurs l'utilisent dans les journaux, le terme de distanciation sociale, mais il faut savoir que la distanciation sociale renvoie plutôt à cette distance symbolique entre des groupes sociaux, par exemple, entre des riches et des pauvres, entre les VIP et les non-VIP, ou entre les privilégiés et les non-privilégiés. Donc, il faut vraiment utiliser le terme de distanciation physique. Les touchés physiques, j'aimerais dire un mot très, très court sur, je dirais, ce qu'ils sont pour nous, les êtres humains, les touchés physiques. Parce que les touchés physiques là, demeurent une nécessité humaine. C'est impossible de ne pas se toucher physiquement. Ils sont indispensables au développement des enfants. Par le toucher, là, le nourrisson acquiert le sentiment de présence. Important, un sentiment de présence de la personne qui le nourrit et le soigne. Puis les touchés maternels permettent à l'enfant l'apaisement. Il se sent alors en sécurité, ce qui lui procure les conditions idéales pour son développement. On voit que les touchés physiques sont vraiment à la base de la vie humaine. On ne pourrait s'en passer, et puis cela de la naissance, mais jusqu'à la fin de la vie. Évidemment, il y a une diversité des touchés physiques. Il y a des touchés physiques qui communiquent de l'affection, de l'attention, de la joie et bien d'autres sentiments. Ils nous mettent en rapport avec autrui et nous permettent de partager des sensations, des émotions, des significations. Les touchés corporels possèdent aussi diverses finalités et produisent divers ressentis. Il ne faut pas oublier que les ressentis des touchés physiques peuvent être par exemple, des touchés qui vont produire de la confiance ou d'autres touchés vont susciter un malaise. Okay? Or, quelles que soient les finalités là, des touchés corporels, ils sont tous, sans exception, régulés par des normes sociales. Et si je le souligne en rouge, c'est parce que les touchés corporels, les touchés physiques dans le monde de l'enseignement ne sont pas régulés par des normes sociales ou par des normes professionnelles. Donc, moi, évidemment, ma recherche vise à construire cette régulation d'une norme professionnelle qui pourrait, je dirais, guider les enseignants lorsqu'ils touchent un enfant. Et c'est surtout parce que j'aimerais bien que les enseignants ne soient pas poursuivis pour des voies de fait ou pour un attouchement sexuel lorsqu'ils touchent un enfant, même si c'est un toucher éducatif, un toucher pédagogique. Que disent les recherches maintenant sur les contacts physiques en enseignement, en éducation? Pour commencer, que les touchés physiques sont inhérents au travail des enseignants. Donc, les enseignants touchent beaucoup les élèves, puis quel que soit le niveau. Depuis la maternelle, depuis les premières années de scolarité, jusqu'à la fin du secondaire, il y a beaucoup de touchés. Les touchés physiques entre enseignants et élèves, d'ailleurs, ils sont essentiels aux apprentissages. Ils font partie des apprentissages. Donc, c'est très difficile dans
temps de pandémie, de ne pas toucher les élèves. Puis je peux vous dire, parce que je le lis sur Internet à travers les témoignages des enseignants qui enseignent au primaire présentement. En France aussi, il y a énormément de témoignages d'enseignantes qui enseignent au primaire, qui parlent de ce qu'ils sont en train de vivre. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils touchent les élèves malgré tout. Des centaines d'études, d'ailleurs, concluent que les touchés physiques en enseignement ont des effets bénéfiques sur les élèves. Okay? Que les touchés soient plus nombreux avec les jeunes du primaire, c'est tout à fait normal, mais on dit aussi que les plus vieux du secondaire apprécient les touchés physiques. Or, au centre de toutes ces recherches sur les touchés physiques, c'est la question de l'intégration physique des élèves qui est centrale. Donc, on va voir comment on peut préserver, respecter l'intégrité physique des élèves lorsqu'on fait un toucher physique. J'ai relaté juste 2 recherches. J'en ai lu des centaines, et si vous lisez mon livre « Enseignants et enseignantes, tous à risque de poursuite », évidemment, dans ce livre, présente une synthèse de toutes ces recherches, mais deux petites recherches, juste pour vous montrer que les touchés physiques touchent à différentes dimensions. Par exemple, dans la recherche de Tiffany Field, elle dit que les enseignants peuvent toucher un élève pour leur tenir la main, pour se déplacer, pour passer un bras autour des épaules, pour tapoter le dos, pour les tenir dans leurs bras, pour leur donner les premiers soins, pour donner des accolades ou des poignées de main à l'arrivée au départ. D'ailleurs, ça, c'est très important aux États-Unis. Les recherches montrent que les enseignants qui touchent à leurs élèves à l'entrée de la classe recomposent à ce moment-là leur autorité professionnelle et auront plus de facilité à discipliner ses élèves en cas de situation de tension. Après, évidemment, on peut aider les élèves à s'habiller, à se nourrir, à se laver. On peut aussi leur tapoter la tête, ça arrive souvent. Or, dans la législation canadienne, ça nous est tout à fait interdit de tapoter la tête d'un enfant. Les toucher aussi pour les comportements et pour la sécurité des élèves sont très nombreux. D'autres recherches menées récemment en 2011 par Owen et Gillanty nous disent ceci, c'est les résultats de leurs recherches, que les touchés physiques renforcent le développement émotionnel des élèves, améliorent son humeur, réduit son stress, soutient sa concentration, améliore son comportement général et promeut son développement cognitif. Donc, on voit très bien que les touchés physiques sont hyper nécessaires et hyper importants dans la relation éducative entre un enseignant et un élève. Moi, après avoir lu toute cette grande littérature sur les touchés physiques, j'ai regroupé les touchés en 4 catégories. La première catégorie, ce sont les touchés pédagogiques. Toutes les touchés qui visent explicitement des pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Et entre dans ces touchés-là, les touchés de motivation qui sont tellement nombreux dans le monde de l'enseignement. Mais aussi, ça peut être un touché pour apprendre, par exemple, à un élève à maîtriser un objet dans un cours d'éducation physique, à faire des mouvements. Enfin, ces touchés sont hyper nombreux. Deuxièmement, il y a les touchés de bienveillance qui sont tous ces petits gestes, ces petites marques physiques qui montrent aux élèves qu'on les aime bien, qu'on veille sur eux, qu'on les apprécie, qu'on tient à eux. Puis, ce sont souvent des petits gestes, je dirais, qui se font avec des bons sentiments, avec de la bienveillance. Donc ça, il y en a énormément aussi, on le fait constamment. Souvent, ce sont des gestes qui se font avec un sourire. C'est pour montrer vraiment que l'élève, on le respecte, il fait partie de la classe, il est avec nous et puis on tient à lui. Ensuite, il y a tous les gestes pour les soins corporels. Et là, ils sont très, très nombreux. Souvent, on ne s'en aperçoit pas, mais il y a plein de gestes qu'on peut faire pour l'hygiène, l'habillement, les repas, le rangement des biens de l'élève, le soin de petites blessures. Donc, pour le soin corporel, et ça peut aller aussi jusqu'à la consolation. Donc, il y a énormément de gestes aussi corporels qui vont dans ce sens. Et puis, dernièrement, et puis là, souvent où le bas blesse, qui sont là où il y a risque de poursuite pour des voies de fait, ce sont les
toucher physique qui touche à la sécurité, le contrôle et la protection des élèves. Puis ça concerne évidemment la discipline de classe et la gestion de comportement des élèves. Dans la littérature, tout le monde est d'accord pour dire que les touchés physiques en enseignement varient en fonction de l'âge des élèves. On ne touche pas un élève du primaire de la même façon qu'on touche un élève de sixième année et même du secondaire. Aussi, le genre, si je suis un homme, mon toucher regard d'une fille, regard d'un garçon sera complètement différent. Donc, les touchés doivent être ajustés selon le genre. Évidemment aussi selon l'appartenance culturelle et religieuse des élèves. Puis, les touchés aussi vont toujours varier selon les effets recherchés. Je me souviens que lorsque j'enseignais au secondaire, je me promenais dans la classe et souvent je touchais juste du bout du doigt l'élève c'est-à-dire l'épaule d'un élève, tout simplement parce qu'il n'était pas attentif, mais c'est toucher d'une grande banalité. On touche comme ça en se promenant, souvent on le regarde avec les yeux, on met la main sur le pupitre ou on touche à l'élève. Donc, selon les effets recherchés, il y aura différents touchés. Et là-dessus, la littérature, elle est très, très, très riche. Mais un enseignant peut toucher de la même manière un garçon, une fille, un élève d'origine asiatique et d'origine sud-américaine. Donc, c'est pourquoi on doit tenir de la culture. Vous savez que dans la culture asiatique, on ne se touche pas. Lorsqu'on se salue, on met les mains ensemble, puis on fait un namasté. Alors que dans la culture sud-américaine, surtout la culture brésilienne, il y a beaucoup de touchés physiques. Les individus, je dirais, multiplient les embrassades et puis les contacts physiques pour se saluer, pour se montrer de la tendresse. Donc, les contacts physiques vont toujours varier en fonction de la culture religieuse, ethnique et nationale de chaque élève. Il faut dire aussi que le handicap ou la gêne d'un élève ne devrait pas freiner les contacts physiques entre élèves et enseignants, mais ce qui peut freiner le contact physique d'un enseignant, ce serait le fait que l'élève, s'il le sait, a vécu de la violence sexuelle. À partir du moment où un élève, c'est sûr qu'il a vécu de la violence sexuelle, bien, tout toucher pour cet élève pourrait être interprété comme un toucher érotique ou sexuel. Donc, à ce moment-là, on doit être très, très, très prudent. La légitimité d'un toucher physique en enseignement. En général, on qualifie de professionnels les touchés physiques légitimes qui poursuivent une finalité éducative et qui visent en premier lieu l'intérêt de l'élève. Et là, je vais vous donner un petit secret de lecteur de différentes causes pour des accusations de voies de fait, d'attouchement sexuel. Un enseignant qui témoigne en cours de ce qui s'est passé lors du toucher et qui dit qu'il a agi dans l'intérêt de l'élève a 100 fois plus de chances de gagner sa cause que celui qui dit qu'il a fait une intervention ou qu'il a touché un élève parce que la situation l'exigeait ou parce qu'il était fâché ou parce qu'il était en colère ou parce que l'élève l'avait frustré. Donc, agir pour l'intérêt de l'élève en premier lieu est une condition, je pense, incontournable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un toucher serait professionnalisé? Ça veut dire qu'un toucher ne devrait pas se faire n'importe comment. Parce qu'on ne peut pas toucher le corps d'autrui sans son consentement. Et nous, les enseignants, on n'a pas l'autorisation ou le consentement ni de l'enfant, ni de ses parents pour le toucher. Okay? Quand un enfant arrive dans un centre hospitalier, l'infirmière ou les soignants qui sont là, le médecin, a un droit, a le consentement de toucher au patient pour lui prodiguer des soins. Or, nous, enseignants, nous n'avons pas cette permission. On n'a pas cette autorisation d'emblée de toucher à un élève pour lui, pour le saluer, pour le discipliner ou quelle qu'en soit la raison. Donc, c'est pourquoi il y a souvent des poursuites et c'est pourquoi aussi il y a souvent des quiproquos sur cette question. Donc, le simple fait de toucher un élève sans son autorisation peut être considéré comme un acte criminel. Et quand je vous dis que n'importe quel toucher, il y a dans la cause Gaumont, que je vous ici détaillerai pas, mais c'est une enseignante du secondaire en français qui a mis la main sur l'épaule
d'un élève pour l'interpeller. Celui-ci a été surpris, s'est tiré dans les casiers et puis donc il a visé la direction, sa mère. On a fait des poursuites pour des voies de fait. L'enseignante n'a pas été, je dirais, acquittée à 100%. C'est une enseignante qui, je pense, moi, avait bien agi. Elle voulait parler à cet élève et puis elle lui avait mis la main sur l'épaule comme pour l'interpeller. C'est un acte de communication qui est tout à fait banal et ordinaire. Mais cette enseignante a été absoute. Donc, ça veut dire que la Cour a considéré qu'une enseignante ne devrait pas mettre la main sur une élève, sur l'épaule d'une élève pour l'interpeller. Donc, vous voyez comment souvent un geste assez banal peut se transformer en accusation pour voie de fait. Donc, c'est pourquoi, à partir du moment où on pourrait avoir une norme professionnelle qui rendrait prévisible le toucher, pourrait justement le neutraliser de son caractère menaçant et érotique. Puis, cette présentation, je vais terminer cette présentation dans quelques minutes en vous donnant justement un certain nombre de balises qui pourraient être utilisées par tous les enseignants, qui feraient en sorte qu'ils pourraient être protégés, les enseignants, contre des accusations de voie de fait et d'attouchement sexuel. Parce que c'est une évidence qu'aucun enseignant ne peut vivre avec l'idée que son toucher physique sur un élève peut mener à des accusations criminelles contre lui. Les touchés physiques des enseignants ne sont pas illégaux, mais je dirais, ils ne sont pas toujours bien compris, ni bien accueillis, ni par les élèves, d'ailleurs, ni par leurs parents, puis ni par des collègues, ou ni par d'autres spécialistes de l'école. Parce que ce sont souvent d'autres spécialistes de l'école qui ont vu un enseignant toucher, mettre la main sur l'épaule d'un élève et qui ont dit « Ah, tiens, il a mis la main sur l'épaule, il n'avait pas le droit ». Ils portent plainte souvent directement à la DPJ ou auprès de la direction de l'école qui, elle, va faire une plainte à la DPJ. Je dis ça, c'est comme une évidence qu'un enseignant ne peut assouvir un plaisir sexuel en touchant un élève, pas plus qu'il peut tabasser un élève. Vous savez qu'au Québec, c'est un peu paradoxal parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit à un enseignant de punir physiquement un élève. Il y a encore une loi d'ailleurs qui protège les parents et les enseignants qui punissent physiquement les élèves. Or, les enseignants se sont autodisciplinés dans les années 70 au Québec et puis de leur propre chef, ils ont décidé de ne plus utiliser le châtiment corporel. Maintenant, il n'y a plus personne qui l'utilise. En Ontario, il y a une loi qui l'interdit. En France, depuis l'année dernière, il y a une loi qui l'interdit. Mais au Québec, il n'y a pas de loi qui l'interdit. Or, les enseignants s'interdisent par eux-mêmes, évidemment, le châtiment corporel. Et lorsqu'ils interviennent pour discipliner un élève, c'est jamais pour le frapper, le tabasser ou pour le punir physiquement, mais souvent, ce n'est que pour le calmer, l'immobiliser ou faire un arrêt d'agir. Donc, si un enseignant prend dans ses bras pour le consoler un élève qui pleure, son geste strictement légitime, là, puis geste banal, pourrait par contre paraître déplacé par un observateur. Et ça, c'est arrivé souvent. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais j'aurais aimé vous raconter l'histoire de l'enseignant Fournier. Ceux qui habitent Montréal le connaissent bien. Je peux prendre le temps, Denis. Oui, c'est un enseignant qui a été accusé d'attouchement sexuel sur plus de 15 jeunes filles. Dans cette cause, à un moment donné, les jeunes filles ont mal interprété les touchés de leur enseignant. Donc, c'est un enseignant d'éducation physique au primaire. Il enseigne depuis plus de 30 ans. C'est surtout un homme qui est super bien aimé des élèves, qui les câlinait comme papa à ours. Toutes les élèves, les jeunes filles venaient vers lui et puis il jouait la figure masculine et paternelle et puis tout le monde l'aimait bien. Et puis même au tableau, dans son petit bureau, on lui écrivait tout le temps des petits mots parce qu'on l'aimait bien. Et tous les enfants de cette école voulaient manger avec M. Fournier parce que c'était comme une récompense d'être proche de cet homme-là. Un jour, une jeune élève a lancé la rumeur que M. Fournier lui aurait touché les seins ou la vulve. OK? Cette jeune élève a contaminé émotivement les autres élèves parce qu'elle a dit « si c'est arrivé à moi, ça a dû vous arriver à vous aussi ». Et là, les autres élèves se sont dit « mais oui, pourquoi pas ?» Parce qu'un jour, j'étais sur les genoux de M. Fournier, puis il m'a caressé les cheveux, il m'a touché le dos, puis peut-être même le bas du dos et peut-être même les fesses, etc. Donc, et voilà que dans l'école, la rumeur part. Les parents, évidemment, entendent ce que les enfants racontent et puis la police est avisée.
on va chez M. Fournier, on l'arrête, on le menotte, et puis on l'amène au poste de police. Il passe pour être un prédateur sexuel. Dans le Journal de Montréal, le jour même, il y a un gros titre avec sa photo qui dit « Un prédateur sexuel a échappé au filet de l'éducation ». La directrice de l'école, pendant ce temps-là, savait ce qui se passait et savait qu'il y avait une jeune fille qui avait commencé à répandre une rumeur au sujet des attouchements de M. Fournier. Mais elle n'est pas intervenue parce que la pauvre directrice, à ce moment-là, pensait qu'elle n'avait pas le droit d'intervenir dans ce type de situation. Au contraire, maintenant, on sait que les directions scolaires doivent intervenir pour évidemment établir les faits, parce que là, les faits n'avaient pas été établis. Donc, M. Fournier, sa femme, ses 2 enfants à la maison sont violentés, agressés par tout le monde qui croit que c'est un prédateur sexuel. Ils doivent déménager, ça va vraiment pas bien pour lui. Il y a un procès, mais ça prend du temps, les procès. Vous le savez, au Québec, les procès, c'est toujours très long, mais finalement, il y a un procès. Lorsqu'il est devant la juge dit, mais ça me paraît bizarre toute cette histoire-là, je veux entendre le témoignage des enfants. Elle entend le témoignage des enfants. Et très rapidement, elle s'aperçoit que c'est une rumeur, c'est une fiction, qu'il ne s'est rien passé. Elle s'excuse auprès de M. Fournier, elle la quitte, mais M. Fournier est en dépression. Vraiment, c'est très difficile pour toutes les personnes. Dans les centaines de causes que j'ai lues, puis des causes comme celle-ci, là, des choses comme ça, c'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois au Québec. Et la plupart du temps, les enseignants ne vont jamais revenir à l'enseignement, ils ne sont plus capables. Et puis, il n'y a pas de dédommagement au Québec pour les enseignants qui ont vécu ce genre d'accusation. Et puis, je souligne en passant aussi que pour ce genre d'accusation, les syndicats d'enseignement au Québec n'ont pas l'obligation de soutenir les enseignants. Donc, les enseignants doivent eux-mêmes se défendre, trouver l'avocat, payer l'avocat et faire toutes les démarches pour s'en sortir. Donc, vous voyez un peu la difficulté que vivent des centaines d'enseignants au Québec qui sont accusés de voies de fait et d'attouchement sexuel. C'est pourquoi je trouve tellement important de trouver une façon de mieux protéger les enseignants contre ces accusations qui sont des accusations à tort, finalement. Est-ce que M. Fournier agissait bien lorsqu'il touchait les jeunes filles, les jeunes garçons, lorsqu'il était près d'eux, lorsqu'il les câlinait, lorsqu'il les prenait dans ses bras? La réponse est difficile, mais moi, je préconise comme éthicien, Thierry disait que j'étais un éthicien, donc je préconise comme éthicien que, évidemment, que presque tous les enseignants sont à risque, là, qu'il serait important qu'ils puissent garder ce que j'appelle une juste distance physique, affective et morale avec les élèves pour respecter leur intimité. Moi, je ne vais pas dire si M. Fournier a bien agi, parce que je pense qu'il appartient aux enseignants de juger de la juste distance à tenir avec chaque élève, selon sa culture, sa religion, sa personnalité. Il y a des élèves avec lesquels on peut être très proche, d'autres avec lesquels vaut mieux même utiliser le « vous » pour, je dirais, mettre une distance qui est beaucoup plus grande. Ça, c'est aux enseignants de mesurer, d'évaluer la distance qu'ils doivent tenir, mais je pense que ça doit être quelque chose de réfléchi, que les enseignants doivent essayer de voir avec chaque élève quelle distance ils peuvent tenir. Souvent même, ça va être une distance qu'ils vont pouvoir tenir avec un groupe. Il y a des groupes d'élèves, surtout au secondaire, où on va continuer à vouvoyer les élèves parce que ces élèves sont indisciplinés et qu'il est plus facile de faire une discipline dans une communication avec le « vous » que dans une communication avec le « tu ». Donc, c'est à l'enseignant de voir quelle est la juste distance, parce qu'il n'y a pas de mesure standard, mais cette juste distance est très, très importante. Et là, je le dis pour les enseignants toucheux. D'ailleurs, dans les cours de justice au Québec, on appelle les toucheux tous ces enseignants qui ont été finalement acquittés pour des voies de fait, mais c'est des enseignants qui touchent beaucoup les élèves, autant au primaire qu'au secondaire. On ne leur dit pas qu'il ne faut pas toucher, mais on leur dit que si vous touchez les élèves, vous risquez d'avoir des problèmes d'accusation. Pour les interventions physiques, maintenant, tous les enseignants peuvent se trouver confrontés un jour ou l'autre à une situation où ils doivent intervenir physiquement pour calmer un élève, l'immobiliser, le maintenir, le déplacer physiquement pour ramener l'ordre dans la classe ou pour sécuriser un autre élève. Ça arrive tout le temps et même en temps de pandémie.
Okay? C'est pas parce que c'est la pandémie qu'il n'y a pas des élèves indisciplinés dans la classe. Ça arrive tout le temps. Mais toutes ces interventions là, peuvent être interprétées comme des actes d'agression et de violence envers un élève parce qu'il n'y a pas, justement, dans le monde enseignant, un acte qui est professionnalisé, qui est normalisé pour intervenir auprès d'un élève. Moi, je vous dirais même que là-dessus, dans le monde de l'enseignement au Québec, on joue à l'autruche. On fait comme si les enseignants n'avaient pas à intervenir physiquement pour souvent immobiliser un élève ou en calmer un autre, alors que ça l'arrive tout le temps. Donc, parce qu'on joue à l'autruche, ben, il n'y a pas de règles. Très rares sont les règles pour ces cas-là. Il va y avoir uniquement des règles lorsque des élèves sont connus de la direction parce qu'ils ont des troubles de comportement graves et qu'ils peuvent faire des crises. Et à ce moment-là, on établit un plan d'intervention qui sera signé par le parent. À ce moment-là, il y a des règles qui sont établies pour faire une intervention physique auprès de ces élèves qui peuvent faire des crises. Puis les plans sont très clairs et c'est très bien fait. Or, pour les autres élèves, c'est comme si ça n'arrivait jamais, donc il n'y a pas de normes pour intervenir auprès de ces élèves-là. Donc, il n'y a pas d'actes professionnels qui sont reconnus aux enseignants. Alors que même un arbitre de hockey, même un arbitre de hockey peut intervenir pour arrêter une bataille entre deux jeunes joueurs de hockey, et il y a des méthodes, il y a une pratique, il y a des normes, des règles pour intervenir alors que les enseignants n'en ont pas. Je veux très rapidement, la cause Gagnon et la cause Gontier, je les analyse dans mon livre, ce sont des causes exemplaires parce que dans le cas de Gagnon, qui était un enseignant de musique, il joue à l'Orchestre symphonique de Québec, un homme vraiment d'une grande noblesse, mais un jour, devant une élève qui jouait du tuba, l'élève est fâché, tire l'instrument à terre et veut sortir de la classe. Il le prend par le bras pour la ramener dans la classe et puis il est accusé pour une voie de fait par sa mère qui a porté plainte auprès de la police. À partir du moment où il y a une voie de fait, il n'y a plus rien à faire. Hein. Vous savez, l'enseignant est obligé de suivre toute la procédure. On ne peut pas arrêter cette procédure-là. Puis Paul Gontier, mais ça est arrivé, il y a tellement d'enseignants, cette situation. Quelques minutes avant que la cloche sonne, c'est au secondaire. Les élèves sont agglutinés proche de la porte, puis il y en a un qui veut sortir. Paul Gontier a pris un des élèves par l'épaule, il l'a ramené dans la classe, il disait hey, on ne sort pas de la classe avant que la cloche sonne. Ça lui a laissé une petite marque sur l'épaule, et voilà, il a avisé son père qui a porté plainte au criminel. Donc, voie de fait. Les deux enseignants ont été acquittés, mais comme je vous dis souvent, ça peut prendre 1 an, 2 ans avant de passer en cours et puis d'avoir la réponse du tribunal. Pendant ce temps, les enseignants sont souvent sans salaire, en attente en attente de la réponse du tribunal et ils ne sont pas payés souvent pendant ce temps. Donc, quand on intervient pour discipliner un élève juste pour un arrêt d'agile immobilisé ou pour le calmer, bien, on utilise une force physique. Et c'est là que le bas blesse. C'est qu'il y a un article 43 qui dit dans le Code criminel du Québec qu'un enseignant peut utiliser une force physique qui ne sera ni excessive ni déraisonnable. Mais cette force-là est imprécise. La Cour suprême du Canada, en 2012, a essayé de mieux définir, de clarifier quelle serait cette force, mais quand on lit les réflexions de la juge en chef de la Cour suprême du Canada, on s'aperçoit qu'elle n'y arrive pas. Donc, c'est pourquoi la moindre force peut sembler, pour un observateur, excessive. Elle n'est pas définie. Donc, dans la cause Gaumont que je vous parlais tout à l'heure, elle a mis sa main sur l'épaule d'un élève pour l'interpeller. « Hey, toi, viens ici. » Okay? C'était comme un acte de communication, puis elle est accusée pour voie de fait, puis le juge a dit « C'est trop, on ne peut pas faire ça. » L'article 43, okay? Dans l'article 43 qui dit que des enseignants pourraient toujours utiliser une certaine force, voilà les 5 critères qui vont permettre à des juges d'évaluer si l'enseignant a utilisé ou non une force physique qui était acceptable. Pour commencer, ils vont dire que s'il y a un emploi d'une force physique par un enseignant, elle doit servir à éduquer ou à corriger un élève. Ça va. On dit que la force
ne doit être ni excessive ni déraisonnable, mais la Cour suprême dit on va faire du cas par cas. Après, on dit que l'enfant doit être en mesure d'en tirer une leçon. C'est-à-dire qu'après l'intervention, l'enseignant doit revoir l'élève pour lui faire comprendre pourquoi il est intervenu pour l'immobiliser, le discipliner ou l'empêcher de sortir de la classe. La Cour suprême du Canada va dire aussi qu'on ne peut agir lorsqu'on est motivé par la colère, lorsqu'on est fâché, lorsqu'on est frustré. Dans une des causes des Châtelet, il a déplacé une jeune élève qui était couché à terre et qui bloquait une porte. Donc, il l'a pris, il l'a mis sur une chaise. Il aurait pu gagner sa cause, mais M. Deschâtelet a dit que lorsqu'il a agi, il était sous l'effet de la frustration parce que ça faisait 3 fois qu'il avertissait la jeune fille. Ah, on ne peut pas agir sous l'effet de la colère. Donc, maintenant, on le sait et on le dit à tous les enseignants. Si vous faites une intervention et qu'un policier vient vous interroger, évidemment, vous avez agi selon les règles de la raison, et puis il n'y avait aucun sentiment là-dedans, vous étiez complètement en maîtrise de vous-même. Et puis finalement, évidemment, lorsqu'il y a une intervention, quelle qu'elle soit, parce que vous pouvez tenir un élève par la main, puis il reste une trace rouge sur le bras, donc la blessure subie par l'élève là, doit être superficielle. Et là encore, évidemment, on est dans la relativité du droit. Mais si on lit la jurisprudence, au moins on apprend ceci, que si vous deviez mener une intervention physique, ce qui n'est jamais recommandé, là, ce serait dans le but de ramener l'ordre et la sécurité dans la classe. Ça, tous les juges vont dire, un enseignant est en position d'autorité sur ses élèves, donc il a le droit d'intervenir auprès d'un élève pour ramener l'ordre et la sécurité dans la classe. Pour empêcher un élève de se blesser, d'en blesser un autre, de briser ou de détruire un bien de l'école, pour calmer un élève surexcité, agressif ou en état de crise, pour retenir un élève qui tente de fuir, on a le droit de le faire, mais quand on le fait, on peut avoir une accusation, pour immobiliser un élève, pour lui éviter un danger, ou pour protéger des biens de l'école, comme l'élève qui sera en train de briser un volume scolaire, l'enseignant peut intervenir. Mais vous devez être convaincu que les circonstances, donc la situation là, du moment, soit telle que l'usage de la force apparaisse à une personne raisonnable, ça c'est nous tous, c'est le citoyen lambda, comme nécessaire et quasi inévitable pour rétablir l'ordre ou pour contrer la menace perçue. Ça veut dire que lorsqu'on fait une intervention, c'est qu'avant, on a averti l'élève des dizaines de fois, on lui a fait des gros yeux, on l'a changé de place. En fait, on a fait plein d'interventions qui sont des interventions préventives. Et là, on est arrivé au bout de toutes ces interventions préventives et on n'a pas le choix de faire une intervention qui serait à ce moment-là disciplinaire. Voici à quoi je suis arrivé. Là, j'arrive à la fin de ma présentation. Si jamais un enseignant devait faire une intervention pour un arrêt d'agir, immobiliser un élève, le calmer, le ramener dans la classe, si cette procédure est suivie, une procédure qui peut d'ailleurs former une norme professionnelle, un enseignant ne devrait pas être accusé pour une voie de fait, et s'il est accusé et qu'il dit qu'il a suivi cette procédure, il devrait être acquitté. Donc, il va intervenir, c'est le dernier recours et c'est ce qu'il va dire. Parce que s'il est accusé, ce sera 2 policiers qui vont l'inviter au poste de police et qui vont venir le chercher chez lui. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les policiers font exprès pour venir chercher souvent les enseignants chez eux ou même à l'école. C'est arrivé souvent, ils viennent à l'école chercher un enseignant qui est accusé souvent pour une voie de fait qui est une grande banalité, mais c'est pour impressionner l'enseignant. Donc, l'enseignant va dire que oui, c'était le dernier recours, j'ai tout essayé, c'est le dernier recours. Deuxièmement, il doit absolument aviser verbalement l'élève qu'il va intervenir. Là, si tu n'arrêtes pas, je vais être obligé de te prendre les mains pour t'immobiliser parce que là, tu te mets en danger puis tu mets les autres en danger. Puis aussi, l'enseignant doit toujours parler à l'élève au cours de son intervention. Pourquoi lui parler? Parce que la parole, remet une distance, on parle de distanciation, remet une distance entre l'enseignant et l'élève. Quand on parle, même en touchant une personne, ça recrée une distance. La force doit être raisonnable et en relation avec la situation d'indiscipline. Donc, la plus minimale possible. Et à ce sujet, je ne pourrais pas vous dire quelle est la force qui serait raisonnable, mais à un moment donné, il y a une juge de la Cour en chef de la Cour suprême du Canada, de la juge en chef de la Cour suprême du Canada, qui a dit
Je voulais donner un exemple. Une force raisonnable, ce serait celui de prendre un élève par le bras ou par la main et de l'amener au bureau de la direction. Bon, elle, c'est l'exemple qu'elle a trouvé. Mais il faut dire que cette avocate qui est devenue la chef de la Cour suprême du Canada n'est pas une spécialiste de l'éducation et malheureusement, lorsque vous lisez les clarifications de la Cour suprême du Canada ou de d'autres cours sur les interventions physiques des enseignants, ils ne lisent pas la littérature sur l'éducation et non plus, ils ne connaissent pas du tout le monde scolaire. Donc, la force utilisée en cas ne devrait pas causer de lésions corporelles. Okay? Un élève ne peut être frappé à la tête ni aux parties intimes. Ça, c'est tellement important. Je me souviens d'une cause assez récente, une enseignante du primaire, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait un peu d'indiscipline dans le corridor et puis elle a donné une petite tape très légère sur la tuque que portait une jeune élève et puis, bon, c'est une voie de fait. Elle n'a pas été acquittée, évidemment, parce qu'elle avait touché la tête de l'élève. Un enseignant ne peut frapper aussi un élève avec un objet, un bâton ou une règle. Ça, c'est évident. L'enseignant ne doit jamais agir sous le coup de la colère, de la frustration, de la vengeance. Ça va de soi. Puis l'intervention doit être éducative. Et là, lorsque vous serez devant le juge, devant les policiers ou devant la DPJ pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, vous devrez montrer que votre intervention a eu un effet bénéfique sur l'élève. Oui, je l'ai immobilisé, il s'est calmé. Après, j'ai pu reprendre la classe parce qu'il y avait de l'ordre dans la classe. Donc, l'élève en a retiré une leçon. Ça, c'est très important pour lorsqu'on est devant la cour. Puis, finalement, toute intervention physique doit être apportée à la direction. Puis, c'est pas tant qu'elle doit être apportée, c'est que tout ce que vous avez fait lorsque vous êtes intervenu physiquement doit être consigné, écrit. Prenez des notes parce qu'en cours, souvent, ça sera la parole de l'enseignant contre la parole de l'élève. Okay? Donc, la question de la réputation d'un enseignant qui prend des notes, qui agit bien, est tellement importante parce qu'aux yeux d'un juge, lorsque les faits sont contradictoires entre la parole de l'enfant et la parole d'un adulte, ben, il va tout simplement essayer de savoir qui est le plus crédible, qui a la meilleure réputation. Si c'est un élève qui a une mauvaise réputation parce qu'il est mal commode, en partant, il perd des morceaux de robot. Si l'enseignant agit bien, n'a jamais été blâmé et puis qui prend des notes lors de ses interventions, ben, lui, au contraire, sa réputation risque de le sortir d'embarras. Constant. L'intervention physique n'est pas autorisée en tant qu'acte professionnel. Okay? Quand on le fait, ce n'est pas un acte professionnel, mais ce que je soutiens, c'est qu'il faut professionnaliser cet acte. Les enseignants ne possèdent pas le consentement des élèves pour un toucher physique ou pour une intervention physique. C'est pourquoi un contact corporel comporte toujours un risque d'accusation. Moi, je dirais ceci, c'est vraiment un peu risible, mais c'est comme s'il était écrit sur un panneau de vitesse de l'autoroute, un policier va vous sanctionner si vous roulez trop vite. Tu sais, au lieu d'écrire la vitesse permise, ce serait tout simplement écrit, un policier va vous sanctionner si vous roulez trop vite. La question des bagarres. Constamment, il y a des bagarres, autant au secondaire qu'au primaire. Puis on se demande, il n'y a pas, encore une fois, l'acte pour arrêter une bagarre n'est pas professionnalisé. Il y a plein de directions d'école et de commissions scolaires qui vont vous dire, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Mais or, souvent, vous êtes obligé d'intervenir. C'est la loi, c'est le code civil qui vous oblige à intervenir. Il y a même une cause de Gabriela Florea qui n'était pas intervenue dans une bataille parce qu'elle disait, ben moi, je ne sais pas comment intervenir et puis je risque de me blesser ou d'en blesser d'autres. Et là-dessus, la commission scolaire de Laval lui avait fait un reproche et l'avait suspendue parce qu'elle n'était pas intervenue dans une bataille. Isoler un élève, souvent on se demande, ouais, mais celui-là, il n'y a rien à faire, il bouge, j'appelle la direction, je n'ai pas d'aide, est-ce que je peux isoler l'élève? Oui, vous avez le droit de l'isoler, mais pas dans un placard, puis pas dans une poubelle. Ça, c'est deux cas aussi où il y a eu des accusations contre des enseignants parce qu'ils les avaient isolés dans un placard ou dans une poubelle, mais on a le droit de l'isoler dans un local. Bon, là, le problème est qui va surveiller l'élève, mais enfin, il y a un article de loi qui le permet. Conclusion. Les enseignants sont attachés à leurs élèves. Les élèves sont attachés à leurs enseignants, ça c'est certain. Puis en ce temps de pandémie, ça fait toujours un pincement au cœur de ne pas les voir, de ne pas leur souhaiter bonnes vacances, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas venus à l'école. Puis souvent, c'est les plus tannants qui ne viennent pas à l'école, et les plus tannants, ne l'oubliez pas, sont ceux qui nous donnent beaucoup de soucis, de fil à retordre, puis ce sont ceux finalement qu'on finit par beaucoup aimer.
Donc, on ne va pas les revoir avant l'an prochain, mais on n'oublie jamais parce que j'ai aussi enseigné, je connais cette expérience, toujours un deuil à faire. L'an prochain, là, ils vont avoir un autre enseignant. Et lorsqu'ils ont un nouvel enseignant, ben, l'enseignant de l'année d'avant disparaît toujours un peu. C'est comme si on n'existait plus. Ils sont comme rendus ailleurs. Et de ne pas dire ces adieux à nos élèves laisse toujours une espèce de goût d'inachevé. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas encore venus en classe et qui viendront chercher leurs affaires, s'ils ne sont pas venus chercher leurs affaires, ce sera un bon moment pour se faire un petit sourire d'adieu. Mais ceux qui sont là, évidemment, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se prendre dans ses bras, on ne peut pas s'embrasser, mais par contre, on peut l'écrire. Hein? C'est possible d'écrire au tableau ou de faire, moi, je suggère aux enseignants de faire un découpage dans des revues de personnes qui se font la bise, qui s'embrassent, qui se font des accolades, puis de faire un immense collage avec ça, de le mettre sur la porte et puis de dire voilà tout ce qu'on ferait ensemble si ce n'était pas la pandémie. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire, malgré la distanciation, et qui va permettre aux enseignants justement d'avoir ce dernier contact physique avec les élèves. Enfin, moi, je fais confiance aux enseignants, aux enseignantes, car je pense qu'ils sont toujours généralement très inventifs. Donc, merci beaucoup de votre présence sur ce webinaire. Alors, merci beaucoup, Denis. C'est très apprécié. Bongsou, si tu peux m'autoriser pour ma vidéo, s'il te plaît. Oui, attends un petit peu. Vous êtes en train de partager votre écran. Si tu me dis où je pèse, je te... Non, c'est bon. Écoutez, on a dépassé un peu, le temps, malheureusement, Denis. Alors, et puis, il n'y a aucune question dans les questions-réponses. Je pense que les gens ont vraiment écouté tes propos de façon très attentive. Et à ce moment-là, ce que je propose, tu pourrais enlever ton partage d'écran si tu le souhaitais, Denis, ou Bongsou, peut-être que tu peux l'enlever à Denis si tu le voudrais. Et donc, Denis, pour l'instant, voilà. Alors, on a des remerciements. On a des gens qui semblent très ravis de toutes ces informations que tu leur as fournies. Et peut-être que je pourrais faire, bon, je remercie tout le monde et je vous invite peut-être à communiquer directement avec Denis si vous avez des questions à lui poser. Et donc, il y en a qui posent des questions sur est-ce qu'il y aurait des balises? Est-ce que ton livre permet justement d'avoir des balises, soit pour le milieu scolaire, soit pour la formation des enseignants? L'enregistrement, tout le monde, il est toujours disponible sur le site du centre de recherche. Donc, l'enregistrement sera disponible sur notre site web crifpe.ca. Alors, voilà. Donc, écoutez, merci à toutes et à tous. On a dépassé notre temps. Je suis désolé. Un grand merci à Denis pour son excellente présentation. On va enregistrer tous les commentaires. On te les fera parvenir aussi. Merci à toutes, merci à tous. Bonne santé, bon été. Et on se retrouve au mois d'août pour un prochain webinaire. À très bientôt. Au revoir, à la prochaine.